passer la parole à Emmanuel Bragg-Derrington qui va présenter Jeannette Friedrich. Et pour ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous au moment de la discussion que on m'a chargé d'animer. Voilà, merci à vous et à bientôt. Voilà, bonjour donc, Jeannette. Donc Jeannette Friedrich est maître d'enseignement et de recherche à la faculté de psychologie et des sciences d'éducation de l'Université de Genève. Elle est originaire de Potsdam, ex-Allemagne de l'Est, et elle a fait ses études, elle a étudié la philosophie en Russie à Rostov-sur-le-Don, au sud de Moscou, où elle a fait sa thèse sur Vygotsky et le cercle de Bakhtin. On trouve d'ailleurs en ligne, j'ai vu sur les archives ouvertes de Genève, le livre Lev Vygotsky, Médiation, apprentissage et développement, une lecture philosophique et épistémologique en archives ouvertes. Euh, Votre intérêt porte sur les auteurs du début du XXe siècle, ceux que vous appelez les fondateurs des sciences humaines et de la pensée du XXe siècle, c'est-à-dire ceux qui pensent le langage, la relation entre pensée et langage, en alliant psychologie, philosophie, linguistique, sans vouloir rester dans en refusant l'étroitesse d'une seule discipline. Donc, c'est tout naturellement qu'après vous être intéressé à Vygotsky, vous êtes tourné vers Karl Bühler. Alors, c'est au moment donc où en France, la Sprachtheorie de Karl Bühler, qui était parue en 1934, n'était pas accessible, on venait d'en discuter. Hein. Si vous l'avez lu en espagnol, François, en 1950, la première traduction, c'est en 2009 que la première traduction de Bühler est parue, faite par Didier Samin, et vous avez collaboré avec lui et dirigé l'aspect scientifique, puisque vous êtes la spécialiste, et vous avez supervisé comme ça l'exactitude dans la traduction des concepts, et vous avez fait la présentation de cet ouvrage. 10 ans de travail et de collaboration. Ouais, surtout, ça passe Et déjà une euh, chose c'est vrai qu'au terrible. moment où le livre est paru, euh, il n'était pas encore tellement connu en France, mais que vous avez activement œuvré pour la redécouverte de son œuvre et pour la renaissance des études bullériennes en France. Voilà, on pense à la revue Verbum, qui est parue juste après. Vous avez aussi, c'était cité dans votre bibliographie, donc sur une pensée du langage, le numéro thématique de la revue Verbum en 2009, juste après le colloque. Et puis là, récemment encore, jusqu'en 1923, là, un article qui paraît sur la Gestalt et Buller, c'est-à-dire que vous trouvez toujours dans son œuvre, vous ouvrez des portes nouvelles et vous creusez toujours davantage la relation entre pensée et langage de manière à la fois fidèle et ouverte. Voilà. Merci beaucoup. Donc, vous m'entendez bien et vous voyez aussi bien la présentation, j'espère. Oui? Oui, Très parfait. bien. Oui, Si OK. vous pouviez Donc, peut-être passer en mode, enfin comme vous voulez, hein, affichage plein écran pour qu'on voit. Enfin, ah, c'est pas grave. Vous savez, enfin, pas plein écran, je sais pas. En Santiago, mode diaporama? Non, ouais, diaporama, OK. voilà, Ouais. diaporama. Attendez, pour ça, il faut que je monte un peu. Voilà, hop. Voilà, ça devrait parfait. aller maintenant. Oui, c'est parfait. Merci beaucoup. OK. Merci beaucoup pour cette proposition de parler aujourd'hui dans ce séminaire. Je vais vous présenter dans mon exposé la pensée de Karl Bühler, qui est considéré comme un des plus importants psychologues germanophones de la première moitié du XXe siècle. J'ai choisi l'ouvrage qui est souvent considéré comme son ouvrage majeur. Je l'ai mis sur la page de titre, Die Sprachtheorie, la théorie du langage, qui porte d'ailleurs le sous-titre äh, Die Darstellungsfunktion der Sprache, la fonction représentationnelle du langage.
J'ai choisi de vous parler de cet ouvrage pour deux raisons. D'une part, c'était déjà dit, il existe une traduction française qui a été réalisée par Didier Saman en collaboration avec moi. D'ailleurs, il faut que je rectifie un peu. Je n'ai pas fait la supervision, je crois. Didier et moi, ce sont les deux grands spécialistes de Bühler. Donc, c'était une discussion, un travail entre deux spécialistes par rapport à Karl Bühler et par rapport à cette traduction. Toutes mes excuses pour Didier Samin. Encore un mot par rapport à cette traduction. Vous l'avez vu, donc des gens qui ont pris le livre dernièrement. Et, ce livre est accompagné par une préface écrite par Jacques Bouvresse, qui montre d'ailleurs aussi que Bühler a été aussi toujours un objet d'intérêt des philosophes. Et donc des philosophes, pas seulement de la philosophie analytique. Voilà, donc c'est la première raison pour le choix de ce livre pour parler de Bühler, parce qu'une lecture en français est possible. D'autre part, car ce livre de Bühler a fait l'objet de plusieurs lectures dans le cadre de l'histoire des sciences de langage. Ainsi, Bühler a été considéré dans les années 70, notamment dans le monde germanophone et anglophone, comme précurseur de sémiotique Turn. Et puis, dans les années 80, comme un des auteurs qui présentait la pragmatique avant la lettre. Dans ce qui suit, j'aimerais vous proposer une autre lecture de la Sprachtheorie, une autre reconstruction de ce texte qui reste très proche de ce que Bühler même annonce comme l'idée centrale ou originale de son livre. Mais tout d'abord, pour des gens aussi qui connaissent peut-être pas Bühler, quelques mots sur la personne de Karl Bühler. Karl Bühler est né en 1879 à Meckesheim, une ville pas loin de Heidelberg. Il s'inscrit en 1899 à la faculté de médecine de l'université de Freiburg en Breisgau, où il va terminer ses études avec un doctorat chez le célèbre physiologiste Johannes von Chries. D'ailleurs, les écrits de Chries, notamment son livre sur la logique et ses réflexions sur le concept de la vie, vont accompagner Bühler durant toute sa carrière comme psychologue. Mais avant qu'il devienne psychologue, il va encore faire des études en philosophie à l'université de Strasbourg. Ici, il écrit une thèse doctorale sur la théorie de la connaissance de Henry Ohm. Sa carrière comme psychologue commence en 1906 à Würzburg chez Oswald Külpe, vous le savez peut-être, élève de Wilhelm Wundt, qui dirige là-bas la dite école de Würzburg, connue pour ses recherches sur la psychologie de la pensée et du jugement. Ici, Bühler soutient son habilitation. Elle est consacrée aux problèmes et faits de la psychologie de la pensée. Puis, il suit Külpe via Bonn et Munich. Et à Munich, il décide, en fin de compte, d'accepter un poste professoral à Dresden. Donc, il part de Munich à Dresden en 1918. Bühler publie 2 livres dans cette première période. Un sur la perception de Gestalt et un autre sur la psychologie de l'enfant, plus précisément sur le développement mental de l'enfant. La deuxième période de sa carrière, la plus féconde, on pourrait dire, commence en 1922, quand il a appelé sur la chaire de philosophie, de psychologie et de la pédagogie expérimentale à l'université de Vienne. Il réussit dans les négociations avec la faculté et grâce au soutien du ministère de l'Éducation de la ville de Vienne, que le premier institut de psychologie à Vienne va être créé et sa direction va être confiée à lui. À Vienne, Bühler écrit plusieurs livres. La crise de la psychologie, 1927. En 1933, la théorie de l'expression, l'axiomatique des sciences de langage et, comme j'ai déjà mentionné, la théorie du langage, 1934. Et il écrit un manuscrit pour le prochain livre avec le titre Psychologie théorique. Ce livre a malheureusement jamais vu le jour. Bühler travaille à Vienne jusqu'à 1938 et peut profiter d'une vie culturelle et scientifique extrêmement riche.
Il participe à un grand nombre de cercles et d'associations, collabore avec des collègues en médecine, en philosophie, en zoologie. Intéressant à mentionner, je trouve, sont ses échanges avec Nikolai Trubetskoy, qui occupait à Vienne à cette période-là la chaire de slavistique et qui a mis Bühler en contact avec le cercle de Prague. Mm. J'ai édité il y a 2 ans un livre qui s'appelle Karl Bühler et l'Institut de psychologie de Vienne, documents et trouvailles. Dans ce livre, on peut reconstruire à l'aide de nombreux documents les activités scientifiques qui ont été réalisées par Bühler et ses collaborateurs durant ces années à Vienne. En 1938, Bühler est obligé de quitter Vienne et l'Europe, comme beaucoup de ses collègues. Son émigration aux États-Unis est très tardive, toutes les postes sont prises. Il ne réussit plus vraiment de se réintégrer dans le monde universitaire. Il décède en 1964. Bühler se considère et est considéré avant tout comme psychologue. Et vous l'avez vu, son parcours le prouve. Et pourtant, il décide au début des années 30 d'écrire une théorie du langage. D'où ma question, c'est quoi qui intéressait le psychologue Bühler au phénomène langagier et pourquoi? Dans ce qui suit, je vais essayer de répondre à cette question. D'ailleurs, avant encore 2 déclarations pour commencer. Il faut signaler que Bühler s'est intéressé au phénomène langagier déjà depuis ses années à Würzburg. Dans la préface de la Sprachtheorie, il écrit « Depuis que je suis à même de penser scientifiquement, mes centres d'intérêt tournent autour du phénomène du langage. » Bühler écrit déjà en 1909 un long compte-rendu sur l'ouvrage de Anton Marti Untersuchungen zur Grundlegung der allgemeinen Grammatik und Sprachphilosophie. Dans ce compte-rendu, quelques idées de la Sprachthéorie sont déjà effleurées. Dans son habilitation sur la psychologie de la pensée, il découvre ce qu'il appelle les schèmes syntaxiques, également une idée qui concerne le fonctionnement de la langue. Dans ce contexte, une deuxième déclaration de Bühler me semble intéressante à rapporter. Elle concerne sa manière de se situer quant aux autres disciplines scientifiques. Cette déclaration se trouve également dans la préface de la Sprachtheorie. Je vais la lire. Bühler dit « Prophète à droite, prophète à gauche, l'enfant du siècle au milieu. La théorie du langage doit être l'enfant du siècle, c'est-à-dire juste le sommet du travail empirique des linguistes. Si la théorie du langage a pour prophète de droite la philosophie, qu'elle écarte de que pointe la menace d'un épistémologisme, lequel consiste à extorquer de la langue une profession de foi en faveur de l'une des attitudes épistémologiques fondamentales possibles, elle est en droit d'attendre du prophète de gauche qu'il respecte également son autonomie. Cette prophète de gauche est la psychologie. Cette métaphore démontre bien la démarche de Bühler. En étant psychologue, Bühler va s'intéresser au travail empirique des linguistes. Il dit « Nous retournerons dans l'atelier des praticiens, là où l'on trouve la connaissance la plus intime de l'objet langage. » Et ce retour chez le praticien linguiste a pour objectif d'articuler ses connaissances avec celles du psychologue, sans pourtant de mettre en question l'autonomie du premier. Bühler soutient une idée qui me semble fortement intéressante. Ce qui est produit comme connaissance sur le langage en linguistique n'est pas en soi, en tant que tel, articulable avec les préoccupations et connaissances en psychologie. Bien au contraire, le point d'intersection entre les 2 disciplines doit être recherché et identifié. Ce que Bühler tente de faire, selon moi, dans sa théorie de langage. En même temps, il affirme que la saisie
la détermination de ce point d'intersection va permettre de faire des découvertes intéressantes, aussi bien pour le psychologue que pour le linguiste. Pour prouver cette thèse que je mis un peu ici sous forme d'une chaîne, je choisis une découverte que Bühler même considère comme la sienne. Elle concerne le concept de champ. Pour Bühler, une explication ou une compréhension des phénomènes langagiers n'est guère possible sans ce concept de champ. Dès lors, je vais tenter de vous familiariser avec la manière dont Bühler introduit et utilise ce concept de champ. Dans la sprachthéorie, la partie 2 et 3 sont consacrées au champ langagier. Bühler distingue deux champs, le champ d'éthique ou das Zeigfeld, le champ dans lequel on montre, et le champ symbolique, das Symbolfeld der Sprache. Commençons avec le champ d'éthique. Pour Bühler, les signes d'éthique sont les signes qui montrent, Zeigzeichen. Autrement dit, dès qu'on utilise le d'éthique, on montre ou on présente à l'intérieur d'un champ. Ce n'est jamais simplement comme tel que les signes d'éthique remplissent leur fonction, mais toujours à l'intérieur d'un champ. Signes et champs sont des concepts corrélatifs. De ce premier postulat découle une deuxième. Le remplissement de signification des signes d'éthique s'accomplit toujours à l'aide des sens, à l'aide de ce que le champ d'éthique est susceptible d'offrir aux sens. Bühler insiste sur ce fait. Les termes d'éthique ont besoin pour le fonctionnement de ce qui se offre dans le champ d'éthique à l'œil et à l'oreille, peu importe s'il s'agit de l'œil extérieur ou de l'œil intérieur. Mais cela ne suffit pas encore. Le locuteur et l'auditeur vont, pour pouvoir mobiliser les signes d'éthique, faire recours à ce que Bühler appelle des auxiliaires d'éthique sensibles. En allemand, il les appelle sinnliche Zeighilfen. Il nomme au début deux. La qualité de provenance spatiale du son, räumliche Herkunftsqualität der Töne, et le caractère de la voix, le Stimmcharakter. Partons d'un exemple. Dans une réunion, le président pose la question qui aimerait participer à cette commission. Et l'un des participants répond « moi ». Le premier auxiliaire sensible à la qualité de la provenance spatiale du son permet au président de retrouver par le regard la personne qui a dit « moi ». En voyant la personne, il l'identifie. Le deuxième auxiliaire sensible, le caractère de la voix, permet également de réaliser une identification immédiate de la personne, mais cette fois-ci, le président fera recours à sa mémoire acoustique. En continuant sa réflexion autour de ces auxiliaires sensibles, Bühler indique encore d'autres auxiliaires, comme les gestes et les fils directeurs sensibles et les conventions d'orientation. Je vais citer encore une fois Bühler. Il dit « Il n'y a pas de signe sonore d'éthique qui pourrait se passer du geste ou d'un fil directeur sensible équivalent au geste, ou finalement d'une convention d'orientation qui en tiendrait lieu. » Il est possible qu'au premier abord, cette formulation donne encore l'impression d'être compliquée, mais elle a l'avantage d'englober intégralement tout ce qui peut être qualifié de Deixis verbal, verbales Zeigen. Il est vrai qu'en disant, par exemple, c'est lui-là, nous sommes dans presque tous les cas obligés d'accompagner ce mot par l'indication de la chose visée, ce qui se fait souvent par un geste de bras ou d'une inclinaison de la tête. L'autre va suivre ce mouvement de corps pour regarder ce qui est montré.
D'où la comparaison des signes d'éthique avec des poteaux indicateurs que Bühler n'arrête pas à répéter dans son livre. Voici un de ces énoncés qui résume cette idée. Les signes d'éthique sont exclusivement ou principalement destinés à fonctionner comme des poteaux indicateurs pour les regards. Cette comparaison laisse saisir une condition nécessaire pour le fonctionnement des signes d'éthique, à savoir la convention d'orientation. Je vais essayer d'illustrer le rôle de cette convention d'orientation à partir d'un exemple. Prenons un poteau indicateur, par exemple celle que j'ai mis sur le PowerPoint, sur lequel est marqué par exemple le nom Chamonix ou comme ici, Bochard. En le regardant, on voit avant tout la direction dans laquelle ce poteau montre. Imaginez-vous que vous faites une randonnée en montagne. Vous arrivez à un poteau indicateur et vous vous rendez compte que la direction qu'il montre n'est pas juste. Plus précisément, ne correspond pas à votre orientation. Selon votre orientation, Chamonix devrait se trouver dans la direction opposée et l'exclamation d'un étonnement suit aussitôt. Mince! J'avais pensé que nous allions dans la direction de Chamonix, mais en réalité, nous nous en éloignons. Votre position dans le champ a été perçue par vous d'une façon différente par rapport au poteau indicateur et se trouve en contradiction avec ce qui est indiqué par lui. Vos images corporelles, tactiles, ont produit une autre orientation que celle montrée par le poteau, dirait Bühler. En conséquence, si nous voulons suivre l'indication du poteau, si nous voulons arriver au lieu souhaité, nous devrions nous réorienter. Nous sommes obligés de percevoir d'une autre manière notre position dans le champ. En fait, ce qui doit être modifié, c'est notre image corporelle tactile, unser Körpertastbild. En paraphrasant Bühler, on pourrait dire, je l'ai mis sur le PowerPoint, notre position dans le champ doit être perçue de manière qu'elle soit en correspondance avec ce qui est indiqué par le poteau. Nos images corporelles tactiles doivent produire une orientation, une perception de notre position dans le champ qui correspond à celle montrée par le poteau. Cet exemple, je l'aime bien parce qu'elle montre bien que deux autres concepts deviennent importants dans l'explication bühlerienne du fonctionnement des signes d'éthique. D'une part, il s'agit du concept de orientation, ou plus précisément de l'être orienté, comme moi je l'appelle, ou en allemand orientiert sein. Et d'autre part, du concept de Versetzung, déplacement. Je vais pas m'attarder à ce concept de déplacement et le discuter long et large dans la Sprachthéorie. Je vais m'arrêter un petit moment au concept d'orientation qui est un tout petit peu développé dans la théorie du langage de Bühler, mais beaucoup plus dans les travaux qu'il a réalisés après, ses travaux sur les comportements sémiotiques des animaux. Mais attendons-nous encore un moment à ce concept d'orientation. Bühler écrit « Si quelqu'un veut montrer quelque chose à quelqu'un d'autre, il faut que leur orientation à l'un et à l'autre, au guide et au guidé, possède un degré suffisant d'harmonie. Il leur faut être orienté à l'intérieur d'un ordre dans lequel l'objet à montrer ait sa place. » Cet aspect du fonctionnement des signes d'éthique est crucial, car ce qui apparaissait au début comme une simple perception de ce qui est montré dans le champ s'avère être une activité beaucoup plus complexe, car la perception demande comme condition que l'autre soit orienté, soit bien
ou juste orienté. Le locuteur, en utilisant les signes déictiques, dit donc à l'auditeur: c'est dans ces systèmes de coordination que je montre, et pour voir ce que je te montre à l'aide des signes déictiques, tu devrais percevoir le monde dans le même système de coordonnées que moi, selon les mêmes schèmes d'ordonnance que moi. Le concept de champ implique donc chez Bühler le concept de ordre, de ordonnance. Un ordre qui oriente, un ordre par rapport auquel l'image corporelle de locuteur et de l'auditeur doivent s'ajuster pour pouvoir produire une signification des signes d'éthique. Cette discussion bühlerienne du fonctionnement des signes d'éthique est fortement intéressante, car elles permettent, par exemple, d'expliquer une difficulté que nous rencontrons quand nous utilisons actuellement l'intelligence artificielle. Je pense notamment à Google Maps. J'imagine que vous avez tous déjà vécu la situation suivante. Vous vous baladez dans une ville inconnue, au vélo ou à pied, puis vous voulez savoir comment vous pouvez maintenant aller d'ici à un lieu bien déterminé. Vous consultez Google Maps qui vous montre le bon chemin. Le seul problème est que je ne sais pas d'où montre cette machine. Autrement dit, comment elle est orientée dans le champ, comme moi ou d'une autre manière. Ce savoir est crucial, car sinon je ne sais pas dans quelle direction aller, monter la rue ou la descendre. La seule solution qui me reste dans cette situation, c'est d'avancer, peu importe dans quelle direction, pour voir dans quel sens le point bouge sur l'écran. Et puis, à partir de là, je me fais une idée sur l'être orienté de la machine et je me coordonne avec elle pour pouvoir aller dans la bonne direction. Bref, c'est normal, Google Maps n'est pas capable de connaître mon image corporelle tactile, ma perception de mon positionnement dans l'espace. Il n'arrive pas à se coordonner à moi, et moi, je ne peux profiter de lui que si je comprends son être orienté, sur lequel il reste bien silencieux. J'aimerais faire une courte parenthèse quant à la discussion actuelle des déictiques en sciences de langage pour encore une fois un peu souligner la position de Bühler. À la différence de la proposition de Bühler, on peut constater actuellement encore une prédominance d'une approche sémantico-référentielle quant à ces groupes de signes. Dans un texte de 2018, Georges Kleiber et Marcel Brouillon développent la thèse que les différentes approches de la deixis se laissent répartir en 4 courants principaux, qui sont parfois mutuellement compatibles. Ils distinguent ce qu'il appelle la conception égocentrique, qui pose comme centre d'éthique le locuteur et identifie le référent des signes d'éthique par la relation qui les lie au locuteur. Ou encore la conception localisante. Ici, les déictiques réfèrent à des entités localisées dans la situation d'énonciation. La troisième conception, c'est la conception énonciative. Là, les déictiques renvoient à l'acte de parole, plus précisément aux constituants de cet acte de parole ou de cet acte d'énonciation. Et la quatrième conception occurrentielle, c'est une variante de la troisième conception selon laquelle le référent des expressions d'éthique est identifié à partir de l'occurrence même de d'éthique. Le point commun de ces 4 approches, vous voyez bien, consiste dans le geste référentiel, ce qui veut dire que la signification de d'éthique est chaque fois déterminée par référence, soit au locuteur, soit aux entités localisées, soit aux entités de l'acte d'énonciation, soit aux occurrences concrètes. Il s'agirait seulement, voilà, d'identifier le référent
et que cela peut se faire de 4 manières différentes ne change rien à la démarche générale. Mais Kleiber et Guillaume indiquent dans ce même article qu'il existe, selon eux, néanmoins encore une autre manière de définir l'idée éthique. En même temps, ils considèrent cette dernière sans intérêt. Je vais vous amener cette citation. Ils disent: nous laissons de côté l'analyse monstrative qui fait écho à l'origine grecque du mot deixis, parce qu'en dehors du démonstratif, et pas pour tous ses emplois, elle n'est guère utilisée pour définir l'idée éthique. Ma thèse, en revanche, à partir de ma lecture de Bühler, est que, en faisant économie d'une définition monstrative d'idée éthique, on ignore qu'une des conditions nécessaires pour le fonctionnement des signes d'éthique est l'existence d'un ordre, d'un ordonnement spatial à l'intérieur duquel on montre. Bref, l'existence d'un champ d'éthique. On fait comme s'il suffit que l'auditeur détermine la référence de ces signes. Contre ces démarches sémantico-référentielles, Bühler postule que l'utilisation d'un signe d'éthique est aussi et avant tout une question du corps, de sa position dans l'espace, de son être orienté, car c'est toujours au sein d'un ordre, d'une convention d'orientation que le signe montre. Par rapport à cet ordre, le sujet est coordonné ou doit se coordonner pour rendre la communication avec ces signes possible. Je viens à la deuxième partie de mon exposé. La question qui se pose maintenant, logiquement, est la suivante. Retrouvons-nous ce concept de l'ordre ou de l'orientation aussi dans la discussion que Bühler propose quant aux signes symboliques? Il existe un manuscrit pour un deuxième livre sur le langage que Bühler a commencé à écrire encore à Vienne. Un livre qu'il appelait La petite théorie du langage. Un résumé, la petite théorie du langage, un résumé de la Sprachtheorie, mais cette fois-ci pour un public plus large. Malheureusement, ce livre a été aussi pas publié, mais nous avons une partie de son manuscrit. Dans ce manuscrit, on peut lire, je cite, « Il y a un champ symbolique dans le langage. Ce que nous appelons mots sont des signes phonétiques d'objets, des symboles, et lorsque ces symboles apparaissent dans un contexte, ils se tiennent comme dans un champ et sont portés, influencés et complétés par lui dans leur signification. » La citation montre que Bühler utilise encore un autre concept pour parler de champ symbolique. C'est le concept de contexte. Il est important d'insister sur cet emploi du concept de contexte, car il est souvent utilisé en sciences de langage pour parler d'autre chose. Chez Bühler, les deux concepts, champ symbolique et contexte, s'avèrent quasiment interchangeables. Et puis, la logique de l'argumentation bühlerienne est ici la même que celle que nous avons vue tout à l'heure dans la discussion des signes d'éthique, puisque la représentation par des signes symboliques se fait également à l'aide des auxiliaires qu'il appelle des auxiliaires contextuels. Je cite de nouveau, cette fois-ci à partir de la Sprachtheorie, le champ symbolique de langage offre une seconde classe d'auxiliaires de construction et de compréhension qu'on peut résumer sous le nom de contexte. À la place des auxiliaires sensibles, nous trouverons des auxiliaires contextuels. La Sprachtheorie et les manuscrits ultérieurs présentent différentes énumérations et classifications de ce type d'auxiliaires. Ainsi sont discutés, je l'ai mis un peu à droite, les dites auxiliaires matériels, die Stoffhilfen,
aussi l'ordre des mots, le contact des unités de signification, les modulations musicales dans le flux de la parole, les classes de mots, les mots grammaticalisés portant des suffixes, préfixes, etc., et le système casuel. Je n'ai malheureusement pas de temps de présenter et de discuter tous ces auxiliaires contextuels en détail. Je vais vous présenter le fonctionnement d'un de ces auxiliaires contextuels. J'ai choisi pour cela les auxiliaires matériels. L'existence et le fonctionnement de ces auxiliaires matériels est illustré par Bühler à l'aide d'un exemple qu'il emprunte au travail de sa femme Charlotte Bühler, qui a été elle aussi psychologue. Il s'agit d'une expérimentation dans laquelle on donne aux participants des phrases qui ressemblent aux amas de mots, car les données morphologiques, les marques casuelles des noms, les désinences flexionnelles des verbes sont supprimées et les mots sont placés au hasard. Dans l'expérimentation, on observe que les participants arrivent néanmoins à reconstituer la phrase. Je vous donne un exemple. Donc, un exemple qui a été donné à des participants de cette expérimentation, quelque chose comme un amas de mots. Pierre précieuse, monture, prix, valeur, augmentée, pas. À partir de là, on a demandé de reconstituer la phrase. Ce qu'on voit tout de suite, ici, la classe des mots est facilement réparable. On voit bien s'il s'agit d'un nom ou d'un adjectif. Pourtant, le facteur contextuel qui, selon Bühler, guide véritablement la reconstitution de la phrase est plutôt matériel. Car ce qui est visé par le mot, c'est la sphère à laquelle l'objet appartient et dans laquelle on peut imaginer que d'autres choses entrent potentiellement en lien avec lui. Quand on entend un mot ou deux, comme dans l'exemple cité, pierre précieuse, monture, on est aussitôt transporté par ces mots dans un domaine bien déterminé et on sait ce qui peut y être et où y avoir lieu. Le mot monture est immédiatement déterminé par le mot pierre précieux dans un sens bien précis. Dès que la personne arrive à saisir des choses désignées par les mots comme appartenant à une même sphère, l'exercice est souvent réalisé avec succès et la phrase reconstituée. Dans notre cas, ça serait la phrase suivante. La monture de la pierre précieuse augmente son prix, mais pas sa valeur. Bühler dit que même des objets qui font apparemment partie de classes de choses différentes peuvent être liés si pour la personne il appartient à une et même sphère. Ces sphères ou relations d'ordre, comme les appelle Charlotte Bühler, sont les auxiliaires matériels par lesquels le locuteur se fait aider pour résoudre la tâche. Ce sont eux qui guident, selon Bühler, la reconstitution de la phrase et aussi la production d'une phrase. Encore une citation de Bühler qui est un peu plus longue, mais j'aimerais quand même de vous amener. Bühler dit dans la Sprachtheorie, on pouvait encore identifier la classe des mots à laquelle chaque symbole verbal appartient. À quoi s'est ajouté le concours de cet autre facteur que je indique en bref sous le nom de matière. Quand le mot radis apparaît quelque part, le lecteur est aussitôt transporté à table ou au jardin, dans une toute autre sphère donc, que, par exemple, quand c'est le mot océan qui apparaît. Chaque texte présentant un caractère marqué conserve, après avoir été brisé en un amas de mots et dépouillé de sa forme, le relent de sa sphère.
et il n'est pas nécessaire d'y être particulièrement sensible pour en tirer des auxiliaires pour l'imagination et par la même occasion une file d'Ariane. Je l'ai déjà mentionné, ces sphères des mots sont aussi désignées comme des relations d'ordre. Nous y retrouvons dès lors notre concept d'ordre. Cela dit aussi que parler des auxiliaires matériels peut être au premier regard trompeux, car en, en quoi, en fin de compte, ces auxiliaires sont-ils matériels? Voici la réponse de Bühler à cette question. Il dit dans la Sprachtheorie, nous nous trouvons là, auprès des choses dont il a parlé, et nous laissons pour une bonne part l'activité interne de construction et de reconstruction se faire guider par l'objet lui-même. Un objet qu'on connaît par avance, ou pour autant que le texte l'a déjà installé et construit. Quand on lit cette citation, il ne faut pas oublier que le terme de sphère est emprunté par Bühler à l'école de Würzburg. Bühler rappelle à plusieurs reprises que le lien entre les choses dont témoigne la sphère n'est pas donné dans la représentation mentale des choses, ni par association. Ces relations d'ordre, ces sphères, n'existent que sous forme de pensée ou de savoir. Elles ne sont pas intuitivement accessibles, ne constituent pas des représentations mentales des objets dans le monde. Bühler rappelle le postulat le plus important de l'école de Würzburg, c'est la thèse de la nature non représentationnelle de la pensée, la dite pensée sans image. Et il souligne que de telles mises en ordre par sphère se font encore sentir dans le vécu quand toute réalisation concrète d'images, de choses est absente. L'ordre qui dirige la représentation par le langage à travers ses auxiliaires matériels est l'organisation matérielle du monde, mais pas dans le sens d'un réalisme naïf. Bühler dessine cet ordre dans ses écrits à partir de 1936 comme un ordre noétique du monde des objets par sphère. Voici ce qu'on peut lire dans ses manuscrits. On est orienté et on reste orienté dans l'ordre noétique des groupes de choses en vertu de ses déplacements et perspectives quant au domaine déterminé de l'objet. Je dis logarithme et mon auditeur est complètement ailleurs. C'est un peu comme si nous nous promenions dans les espaces familiers d'une maison, d'une ville, et que nous restions orientés dans l'espace grâce au changement de nos données sensorielles. En fait, nous errons à l'extérieur dans l'espace et nous errons à l'intérieur dans notre champ de connaissances, si l'on peut dire. L'utilisation de ce terme ordre noétique du monde est probablement inspirée par la phénoménologie de son temps. En se basant sur les remarques de Bühler sur ce sujet, on pourrait proposer la définition suivante. Cet ordre noétique est l'ordre constitué par la connaissance, par la pensée. Ce sont des relations qui reflètent l'ordre du monde, des relations perçues par la pensée, constituées dans l'acte de pensée et en même temps saisies comme existant dans le monde. Un ordre qui est et qui peut être modifié au fur et à mesure que les signes symboliques, et notamment les auxiliaires contextuels, sont utilisés. Je viens à ma conclusion. Vous voyez bien, en discutant le champ symbolique, Bühler met, comme dans la présentation du champ d'éthique, l'accent sur l'existence des auxiliaires, qui présupposent et constituent en même temps un ordre, un champ. Pour les auxiliaires sensibles, il s'agit de l'ordre des coordonnées spatiales. Pour les auxiliaires matériels, c'est l'ordre noétique des groupes de choses.
sans ses ordres ni auxiliaires, sans auxiliaires ni ses ordres. Ces ordres ou champs sont donc en même temps supposés, c'est-à-dire conditions de l'utilisation de la langue, et constitués, reconstitués, modifiés par les locuteurs et auditeurs dans leur utilisation quotidienne de ces auxiliaires. Ces guidages par les auxiliaires à l'intérieur d'un ordre de coordonnées spatiales ou à l'intérieur d'un ordre noétique est ce qui fait, selon Bühler, l'essence du langage. Car ce guidage est rendu possible par le langage. Il ne se fait pas malgré lui, mais grâce à lui. Bühler le dit très clairement. La langue naturelle n'entrave pas ces procédés, au contraire, elle le réclame et elle est agencée en ce sens. La manière ordinaire de parler compte sous ces mécanismes, laissant ouvertes toutes sortes d'espaces de jeu. Ces espaces de jeu dont Bühler parle ne sont pas un défaut du langage, mais bien au contraire constituent sa performance, sa puissance. Ces espaces de jeu n'ont rien à faire avec ce qu'en sémantique cognitive est souvent désigné comme sous-détermination des mots ou la polysémie des mots. Ces espaces de jeu sont nécessaires, car sinon un guidage par les auxiliaires ne serait pas possible. Je vous donne un dernier exemple. Prenez le mot incident. Depuis peu, on le rencontre régulièrement dans le domaine de l'éthique et des relations interpersonnelles. Ainsi, un discours tenu publiquement ou un comportement peut être désigné comme représentant un incident éthique. Or, cela n'est possible que parce qu'on ne recourt pas à une définition scientifique et précise du mot incident, ni à l'étymologie de ce mot. Parler d'un incident signifie normalement parler d'une panne, d'une interruption dans le bon déroulement des mécanismes ou d'un dérangement interne à une machine. Ce terme était autrefois plutôt réservé au domaine technique. Mais force est de constater que incident est actuellement en usage pour référer à d'autres phénomènes. La sphère de mots s'est donc étendue et permettent maintenant de lier des choses qui autrefois ont été considérées sans lien. Et justement, cette extension est rendue possible par le langage, car ces espaces de jeu sont essentiels au langage. J'aimerais terminer avec une définition qu'on trouve dans l'introduction de la partie 3 de la Sprachtheorie. Cette définition résume ce que j'ai essayé de vous démontrer, à savoir la manière dont un psychologue tente d'expliquer les phénomènes langagiers en se basant sur une connaissance intime de ce que les linguistes ont démontré quant au langage. Cette définition est courte et elle rethématise à un niveau méta ou théorique ce que je viens d'expliquer à travers l'emploi que Bühler fait du concept de champ. Et voilà ceci, une fois en français et une fois en allemand. L'instrument représentationnel langagier fait partie des moyens de représentation indirecte. C'est un instrument intermédiaire dans lequel des médiateurs déterminés interviennent comme facteurs organisateurs. Das sprachliche Darstellungsgerät gehört zu den indirekt Darstellenden. Es ist ein mediales Gerät, in welchem bestimmte Mittel als Ordnungsfaktoren eine Rolle spielen. Je me réjouis d'en discuter de cette définition de la langue de Bühler avec vous après mon exposé. Merci beaucoup pour votre attention.